Écoute, c'est assez simple en fait, hein. Je suis né en décembre 55, ça fait déjà pas mal d'années. Quand je pense à ça, je me dis que vraiment le temps passe très vite. Je suis né dans une famille de soldats. Je préfère le mot soldat à militaire parce que militaire, ça rime avec fonctionnaire. Et dans ma famille, on n'était pas trop fonctionnaire, mais plutôt soldat. Mon père était officier à l'époque. 55, il était professeur à l'école de guerre, après avoir lui-même fait l'école de guerre dont il était sorti major l'année d'avant. Et je suis né dans une famille où j'avais 3 sœurs plus âgées que moi. J'étais le premier garçon, donc c'était pour lui une année festive. Hein, voilà. Et donc il était lui-même le fils d'un officier. Mon grand-père avait terminé sa carrière comme général commandant les forces d'occupation de la région de Constance en Allemagne, après avoir commandé les GOUM marocains pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la campagne de France et campagne d'Allemagne. Il était jusque-là l'adjoint du général Guillaume, son camarade de promotion pendant la campagne d'Italie. Voilà, donc tradition. Alors, j'ai beaucoup de familles dans l'armée. Encore aujourd'hui, j'ai un fils, j'ai des neveux, un frère, bien sûr, qui a terminé sa carrière très brillamment comme général d'armée il y a quelques années, inspecteur général des armées, et avec qui je m'entends très bien. Je précise, parce que on fait de plus en plus le distinguo entre les officiers et les généraux. Je pense que c'est un distinguo un peu exacerbé par les temps qui courent et les généraux de plateau qu'on a vus pendant les 2 dernières années s'exprimer, mais c'est ainsi. Voilà, donc on est d'une famille qui est originaire de Lorraine. Il y a donc des paysans et des soldats dans cette famille à l'origine. Euh, euh, Ma mère, elle, est la sœur d'un personnage qui a beaucoup marqué mon enfance, qui est Pierre de Bénouville, compagnon de la Libération, général à 30 ans. Camelot du Roi, à la 17e section des Camelots du Roi, au moment des événements juste avant la guerre, hein, qui est resté d'ailleurs toujours fidèle à ses idées. Personnage de légende, hein, personnage de roman qui m'a vraiment marqué. Voilà, pour me présenter rapidement, je me suis marié, j'avais 25 ans, j'étais jeune lieutenant. Je vais revenir après sur les raisons qui m'ont décidé à être soldat à mon tour. Et puis, avec une femme courageuse et très solide et qui m'a donné 6 enfants. Dont un fils et 5 filles. Voilà, donc je commence à avoir des petits-enfants, une douzaine déjà, et voilà pour me décrire rapidement. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, pourquoi j'ai choisi ce métier? J'avais 14-15 ans à Djibouti quand mon père commandait un régiment d'infanterie de marine sur place, en 68-70. Et moi, les grands espaces de ce petit pays de la Corne de l'Afrique m'ont conquis. Le désert, les alertes, la vie en poste isolé. J'ai découvert ce que c'était que la vie d'un lieutenant ou d'un jeune capitaine commandant des AFAR ou des ISA à l'époque pour encadrer un peu les populations, les aider à se développer, faire la chasse aux trafiquants en tout genre, etc. Et ça m'a passionné. Voilà. Donc, et en même temps, à l'époque, j'ai lu Par le sang versé, qui est un ouvrage qui m'a marqué aussi beaucoup à cette époque, et qui m'a donné le goût de la Légion étrangère. Alors, à côté du régiment de mon cher père, qui était le 5e RIAOM, Régiment Interarmes d'Outre-mer, il y avait la fameuse 13e DBLE, demi-brigade de Légion étrangère, magnifique régiment de Légion, lui aussi compagnon de la Libération, avec toute une histoire glorieuse derrière lui, l'Indochine, des chefs de corps prestigieux, Brunel Sérigné, Gaucher, Thuad Dien Bien Phu, etc. Et le chef de corps de la 13 et mon père s'entendaient comme 2 frères. Donc ça m'a vraiment amené à découvrir la Légion à l'âge de l'adolescence, et avec ce livre qui m'a beaucoup marqué, Par le sang versé, que je recommande à tout le monde, parce que qui veut comprendre un peu la Légion étrangère doit lire ce livre. Voilà, et ça m'a donné envie d'être officier à mon tour, et
et c'est ce qui m'a orienté, sans que je le formule vraiment aussi clairement à l'époque, vers la Légion. Plus tard, je voulais rejoindre le 2e REP, parce qu'entre-temps, il y avait toute l'Algérie française, le drame de l'Algérie française, la fin de l'Algérie française qui m'a beaucoup marqué. Et donc j'avais au cœur le 1er REP, 1er régiment étranger de parachutistes. Donc à mon tour, j'ai voulu rejoindre le 2e régiment étranger de parachutistes, qui était le survivant de ces 2 régiments d'élite de la Légion étrangère, et où j'ai eu la joie, l'honneur, l'avantage de servir et de commander sa 3e compagnie de combat dans les années 86-88. Voilà, pour cette partie un peu intimiste, entre guillemets, pour décrire mon point de départ et mon lancement dans la vie militaire. M'ont beaucoup marqué, tant le Rwanda que le Kosovo. Et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir pu faire ces 2 petits livres grâce à Hugues de Saint-Vincent, à Hugo et compagnie, à l'époque. En fait, c'est une histoire particulière parce que quand j'ai quitté l'armée en 2000, fin 99, début 2000, j'étais évidemment profondément triste en mon fort intérieur de quitter cette armée que j'aimais. Et j'avais besoin d'écrire, en fait, certaines étapes de cette carrière militaire qui m'avait beaucoup marqué. Le Rwanda, le Kosovo. Donc j'avais écrit un gros pavé que j'avais fait lire à mon oncle Pierre de Bénouville, justement, dont je parlais un instant, et qui m'avait dit il faut que tu fasses éditer ça, c'est formidable. Va voir le directeur des éditions Perrin, Xavier de Bartilla, que je connais, etc. Et il éditera ton livre. Bon. Je suis allé voir Xavier de Bartilla, qui, à mon avis, n'avait pas envie de produire ce livre qui était peut-être un peu incongru, hein, je l'admets avec le recul. Mais j'avais écrit mon chapitre Rwanda et mon chapitre Kosovo. Alors quand j'ai eu l'occasion, grâce à Hugues de Saint-Vincent, de pouvoir, quand il s'est dit il faut écrire sur le Rwanda, grâce à Paul Amar, qui m'avait interviewé sur TF1, j'ai décidé de peaufiner un peu ce chapitre, et puis d'en faire un livre. Et ce que me proposait Hugues m'intéressait parce que c'était un petit format poche, où je disais l'essentiel. Ce livre, je l'ai réédité un peu plus tard avec lui, complété, augmenté, peut-être un peu réécrit aussi à certains égards, mais il me tient à cœur. Alors, le titre, c'est lui qui l'avait choisi, Les larmes de l'honneur. Je ne savais pas à l'époque que l'honneur pleurait, mais finalement, ça a un certain sens quand même. Mais j'y ai mis vraiment tout mon cœur parce que le Rwanda, pour moi, est une prise de conscience. Prise de conscience que les grands événements du monde, les plus tragiques, ne sont pas toujours le fait de la fatalité, mais sont parfois produits par... alors je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme ou le complotisme dont on m'accusera facilement, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont l'œuvre des hommes, en fait, hein, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, mais souvent manipulées. Et ce que j'ai vu au Rwanda, c'est la manipulation de l'histoire, c'est-à-dire un drame absolu, parce qu'il y a un génocide, en 1994, celui des Tutsis par les Hutus, mais qui faisait suite à d'autres massacres des Hutus par les Tutsis les années précédentes, qui faisait suite au départ à la rébellion des Hutus contre les Tutsis en 1960, au moment de l'indépendance, le système ancien du Rwanda, système de monarchie très très féodal, avec les Tutsis en haut de la pyramide et puis les Hutus comme paysans presque serfs, on peut dire, avait volé en éclats dans des conditions atroces. Hein. Il y a eu des massacres de Tutsis à l'époque terribles. Et la fuite des élites Tutsis vers l'étranger, en particulier vers le pays voisin, vers l'Ouganda. Mais la France, est arrivée au Rwanda dans des conditions particulières, parce qu'il y avait eu un accord signé par Giscard d'Estaing en 75, si mes souvenirs sont bons. Et quand il y a eu une agression extérieure vers le Rwanda dans les années 90, le président du Rwanda de l'époque a demandé son aide à Mitterrand. Donc Mitterrand s'est lancé là-dedans. C'est Mitterrand, c'est l'homme du discours de la Baule, il faut démocratiser vos régimes, c'est pour ça qu'il y a ces problèmes, etc.
ce qui était une erreur, je pense, mais il l'a fait de bonne foi. Et 4 ans plus tard, c'est le génocide. Après des péripéties que je ne vais pas relater ici, mais j'avais besoin de dire ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'armée française a été mise en accusation, et la France derrière elle. Et moi, j'avais au contraire le sentiment d'avoir fait mon job d'officier le mieux possible. Et j'avais au contraire non pas honte de mes légionnaires, mais beaucoup d'admiration pour eux, pour le travail qu'ils avaient fait avec dévouement, intelligence, générosité, humanité réelle. Donc tout ça, c'était très important pour moi de le dire parce que et encore maintenant, ressurgit régulièrement des accusations. On le voit à travers le livre un petit peu fantasmatique et complètement, à mon avis, à côté de la plaque du professeur Duclerc qui vient de sortir ces jours-ci, où il revient sur ses fantasmes et la responsabilité de la France dans le génocide, qui encore une fois a été fait par des Rwandais contre les Rwandais. Et je vais même dire, en étant plus précis, que si la France n'était pas partie au terme des accords d'Arusha fin 93, si la France avait laissé son armée au Rwanda, il n'y aurait probablement pas eu de génocide. Mais ça, c'est un avis personnel. Et ça n'exonère pas la responsabilité de l'actuel président rwandais, Kagame, qui est au pouvoir depuis 94, en fait, maintenant. En réalité, officiellement depuis 2000, mais oui, depuis 2000, mais en réalité depuis 94, parce qu'il était dans une posture de vice-président doté de tous les pouvoirs de 94 à 2000. Mais c'est lui le fauteur de guerre de ce qui se passe aujourd'hui en RDC, on en parlera probablement après, dans toute l'est de ce qu'on appelait le Congo-Zaïre à l'époque, les provinces du Kivu, en particulier Nord et Sud Kivu. Donc, où il y a un drame absolu qui se joue aujourd'hui, qui s'est joué depuis pratiquement 30 ans, 1994-2024, dans des conditions épouvantables, avec un véritable génocide des populations locales. On est à des chiffres faramineux de plusieurs millions. Oui, on parle de 10, de 12 millions Oui, depuis... on est à 10, 12 millions. Il y a des enquêtes très sérieuses qui ont été faites par des journalistes étrangères, Michaela Wrong, Judith Rever, par exemple, qui ont sorti des livres enfin traduits en français, qui donnent la vérité de tout ça. Et il y a donc un accusé notoire qui est Paul Kagame, un des amis d'Emmanuel Macron. Il y a eu un rapport de l'ONU il y a quelques années sur le rapport Mapping qui décrit les horreurs commises par les milices et les armées rwandaises de Paul Kagame au Congo, Congo-Kinshasa, donc RDC, République démocratique du Congo. Ce rapport est enfoui dans des tiroirs. Il n'y en a que des versions expurgées, diminuées, si je puis dire, qui en sont sorties. Mais les vrais rapports, le vrai rapport est contenu dans des tiroirs bien fermés de l'ONU. Il faudrait bien que ça sorte un jour. Il y a eu un film ou deux qui sont sortis remarquables, un dont le nom m'échappe, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. À part quelques petites concessions à l'heure du temps au démarrage, après c'est un film bouleversant, hein, sur le drame vécu par les populations congolaises dans l'indifférence générale, hein, il faut bien le dire. Voilà, donc ça, c'est le Rwanda, il fallait que je l'écrive, mon Rwanda, parce que je voyais bien que quand je suis rentré du Rwanda en 94, je me suis retrouvé affecté au commandement de la Légion étrangère à Aubagne, avec quelques jours de permission comme la République s'est généreusement donné à ses soldats au retour d'opération. Dans une librairie du Prado à Marseille, j'ai découvert ce livre hallucinant, France, complicité de génocide. On était dans la foulée de l'opération turquoise. La photo de première de couverture, c'était un empilement de machettes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé la légende de la France complice des génocidaires au Rwanda. Donc ça m'a tellement révolté, parce que moi j'en revenais et je savais ce qu'on avait fait, que je voulais écrire ce livre, qui était un chapitre au départ d'une histoire beaucoup plus complète. Et puis, ce livre a pas mal marché, je pense, c'est l'idée que j'en ai eue à l'époque, et quelques années après, je suis allé voir Hugues de Saint-Vincent pour dire, est-ce qu'on pourrait ne pas faire ensemble, le petit frère, un livre sur le Kosovo. Alors il a bien voulu accepter, et je lui ai proposé donc
ce manuscrit que nous avons fait ensemble, cher Stéphane, L'Europe est morte à Pristina. Et donc je suis très fier du titre parce que ce titre marche bien. Il est très apprécié. Le livre a été traduit en serbe, en italien, en russe. Et le titre frappe les esprits. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est exactement la déclaration contraire de celle de l'ineffable docteur Kouchner, quand il s'est retrouvé gouverneur du Kosovo, coupé de la Serbie en 1999-2000, et qu'il a, avec des trémolos dans la voix, il s'est exprimé dans les caméras de télévision pour dire l'Europe est née à Pristina. Bon, moi je pensais exactement le contraire, donc je m'étais dit que dès que j'écrirais ou un chapitre ou un livre sur ce sujet, je lui donnerais ce titre particulier. Voilà. Je retiens le plus beau compliment qui m'a été fait sur ce livre, c'est celui de Dušan Batagović, qui était un historien serbe très connu, qui est mort malheureusement de maladie il y a quelques années, qui a été ambassadeur à Paris. Lorsque je l'ai connu, il était ambassadeur à Paris, il avait été ambassadeur en Grèce, ambassadeur au Canada, parfaitement francophone et francophile. Et quand j'ai sorti le livre, je suis allé à Belgrade en donner un à l'ambassadeur de France, François-Xavier Degnaud, qui m'a dit que c'était effectivement un très beau livre. Mais je suis allé en porter un à Dušan Batagović. Malheureusement, il était en voyage en Grèce. Je l'ai déposé à son bureau à l'Académie des sciences à Belgrade. Et quelques jours plus tard, il était revenu de voyage et il m'envoie un mail en me disant mon colonel, merci pour ce petit livre qui est un très grand livre. Et ça m'a touché parce qu'en fait, c'est comme ça que les Serbes l'ont reçu. C'est comme ça qu'il a été traduit très vite grâce à notre ami Slobodan Despot. Alors version serbe, mais plutôt serbo-croate parce que en lettres latines. Et puis que quelques années après, il a été traduit en cyrillique. On le trouve maintenant à Belgrade sous les deux versions, lettres latines et cyrilliques. Et il m'a valu une publicité, j'allais dire une notoriété touchante en Serbie, où aujourd'hui, quand je me promène dans les rues de Belgrade, il y a des gens qui m'accostent, que je ne connais ni d'Adam, pour me remercier. Voilà. Ou sur les réseaux sociaux, comme un message encore hier d'un franco-serbe qui m'écrit sur LinkedIn en français en me disant je vous remercie vraiment de tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir fait des choses extraordinaires. J'ai le sentiment d'avoir fait mon boulot de soldat, d'officier français. Comme dans ma famille, on m'avait appris les fondements et que j'avais aussi vu dans nos écoles militaires, parce que nos écoles militaires, quoi qu'en dise un de mes anciens subordonnés qui crache sur Saint-Cyr aujourd'hui, après avoir craché sur l'armée française au Rwanda, Guillaume Ancel, je pense qu'on peut être très fier de la formation qu'on reçoit. Elle n'est pas du tout bornée et fermée, comme il le dit, tournée sur le passé, etc. Mais au contraire, elle est nourrie de tradition pour pouvoir mieux affronter le présent et donner un sens à l'avenir. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ces deux aventures. Pour revenir rapidement sur le Kosovo, je pense qu'aussi, là on ne l'a pas précisé, mais il y a des moments forts de vos hommes qui ont désobéi en quelque sorte, pour protéger des civils. Alors ce qui est paradoxal, cher Stéphane, c'est que je n'ai pas le sentiment d'avoir jamais désobéi aux ordres reçus. Je les ai tout simplement interprétés le plus loyalement possible sans rien cacher à ma hiérarchie. On peut resituer un peu le contexte. Le contexte. Donc en 1999, depuis quelques années, la Serbie a affaire à une rébellion albanophone dans sa province du Sud, le Kosovo. Le Kosovo Metochi, parce que si on donne le nom complet, car la moitié de ce qu'on appelle le Kosovo aujourd'hui, ou la République entre guillemets du Kosovo aujourd'hui, est constituée, toute la partie occidentale, et la Metochi.
et la partie orientale, et le Kosovo. Et la Métochie, c'est la terre d'église, en fait. C'est la terre des monastères, en particulier, qui sont une réalité extrêmement vivante au Kosovo. Des monastères, d'ailleurs, plus beaux les uns que les autres, du moins ceux qui restent, qui n'ont pas été rasés par la fureur albano-musulmane ou albano-mafio-musulmane, ce qu'il en reste. Et il en reste quelques-uns, Dieu merci, qui sont aujourd'hui sous protection de forces internationales, de la KFOR. Il faut citer en particulier le remarquable travail fait par l'armée italienne depuis des années, qui n'abandonne pas la cause des monastères serbes au Kosovo, qui sont très anciens, qui remontent au Moyen-Âge, à la dynastie des Némanides. C'est la première dynastie des rois de Serbie, si je puis dire. Et donc, cette province a été... en fait, a subi un grand remplacement progressif. Il y a toujours eu une minorité albanaise au Kosovo, mais les événements, en particulier l'avènement du communisme en la personne du maréchal Tito, à la fin de la guerre, croate, de douteuse origine d'ailleurs, peu favorable à une forte Serbie dans le sein de la République fédérale de Yougoslavie, a tout fait pour amoindrir la Serbie, en particulier en développant une politique favorable aux Albanais au Kosovo. Dans tous les sens du terme, à commencer par la scolarisation, la langue, la culture, les minarets, etc., etc. Et ce qui fait que... et puis les Serbes ont évolué, les familles nombreuses serbes ont été de moins en moins nombreuses, c'est le cas de le dire, plutôt des familles à 2 ou 3 enfants. Comme le dit Volkov, le ventre fécond des femmes musulmanes albanaises a fait le reste. Quand vous aviez une famille albanaise à 2 ou 3 épouses, avec 6 ou 7 enfants par épouse, vous voyez très vite la bascule démographique se renverser au profit de cette minorité qui devient majorité au fil du temps. Et le reste, c'est l'épuration ethnique qui a fait la différence. Et donc, les quelques centaines de milliers de Serbes qui restaient encore au Kosovo sont partis au moment de cette agression de l'OTAN en 1999, qui veut punir la Serbie d'avoir voulu rétablir l'ordre dans sa province du Sud. Voilà. C'est un cas unique. Et aujourd'hui, on parle tellement de respect des frontières internationales, je dis, il faut souligner que l'OTAN, l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance Atlantique, et les pays qui la composent ont été, donc l'Union européenne derrière, ont été les premiers à rompre ce principe du droit international qui est l'intangibilité des frontières, puisqu'on a violé les frontières de la Serbie pour en détacher une province dont le grand remplacement avait été fait dans les 2 décennies précédentes. Donc il faut le dire parce que c'est important, les gens ignorent tout ça. Donc le Kosovo, pour moi, aujourd'hui, est un État fantoche, artificiel, une république, une puppet république, comme diraient nos amis britanniques ou américains, qui ont une grosse responsabilité dans cette opération de séparation forcée, et qui est un drame, parce que c'est un État non viable, c'est un État mafieux, dont la population serbe est partie en masse. Il reste peut-être 120 000 à 130 000 Serbes aujourd'hui au Kosovo, principalement groupés dans la partie nord, au nord de l'Ibar, Kosovska Mitrovica. Il en reste quelques-uns autour de Pristina et du monastère de Gračanica, qui est un monastère ancien, très historique. Quelques-uns autour du patriarcat de Peć, mais très peu. Et puis quelques-uns également je cherche le nom, de Dečani, mais en même temps, il y a beaucoup d'enclaves isolées, avec quelques fermes, j'ai même visité une enclave où il restait un couple de vieillards dans sa ferme qui barricade chaque soir avec le fusil de chasse prêt parce qu'ils sont harcelés, martyrisés à longueur de temps. C'est un scandale que l'Union européenne couvre. C'est un scandale dont l'ONU ne s'offusque pas, alors qu'il existe une déclaration solennelle de la 1244 qui stipule que le Kosovo reste une province serbe et qu'elle a vocation
à rejoindre la Serbie dès que les événements ont été stabilisés. Ça fait 25 ans que ça dure, hein. Sans résultat bien sûr, autre que la dispersion de la population et les misères qui sont faites aux minorités. On peut parler de la minorité serbe bien sûr, mais de la minorité rome aussi, qui est persécutée par ces gangs mafieux au pouvoir aujourd'hui. La seule satisfaction que j'ai eue, c'est de voir que le soi-disant président et ancien Premier ministre de cette soi-disant République du Kosovo, ancien commandant de l'UÇK, Hashim Thaçi, a été incarcéré il y a maintenant 2 ou 3 ans à La Haye, où il devrait normalement, je l'espère, répondre de ses crimes. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui sont documentés, qui sont avérés. Voilà ce que je peux dire. Et lui aussi avait été reçu par Macron au tout début de sa... Mais bien entendu. Et je me souviens d'un selfie qui était effroyable entre Emmanuel Macron et... voilà, où alors qu'il y avait déjà les accusations de trafic d'organes, de trafic d'êtres humains, de drogue, de meurtres dans tous sens, etc. C'est vrai, et j'ai mis cette photo parce qu'elle m'a révolté, profondément indigné. J'ai mis cette photo, je l'ai en tête de mon compte Twitter, X maintenant. C'est dont je parle, là, voilà. Oui, celle-là. Alors je pense que Macron a été trahi, entre guillemets, par Hashim Thaçi, qui a publié la photo, alors que Macron n'y était pas forcément. Mais on voit que leur amitié est réelle. Voilà, grand sourire et jeu de main, jeu de vilain, entre guillemets, mais on voit qu'ils sont proches et il faut rappeler quand même que c'est Bernard Kouchner qui avait amené Hashim Thaçi dans le sein de l'Élysée pour qu'il rencontre Macron et qu'il devienne son ami. Il faut savoir que des personnages comme Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et d'autres ont été décorés par Hashim Thaçi, hein. Voilà, il n'y a pas seulement les Clinton qui planaient au-dessus de tout ça comme mauvais anges, mais il y a également un certain nombre de personnalités françaises qui ont trempé dans ces affaires. Voilà. Donc il fallait que je dise ma vérité aussi sur le Kosovo, et donc je suis encore une fois très reconnaissant Hugues de Saint-Vincent d'avoir bien voulu que l'on fasse ce livre ensemble. Et pour revenir aussi sur la sympathie, l'amour que tu peux susciter auprès de Serbes, après la lecture de ton livre, je pense au passage où, avec tes hommes, tu décides de défendre un convoi de civils, de paysans, et il y a une scène incroyable où, en fait, tu te retrouves confronté à ton chef. Alors c'est une opération de l'OTAN, donc c'est la seule fois de ma carrière militaire où j'ai servi sous la bannière de l'OTAN. Et l'opération de l'OTAN au Kosovo avait été confiée aux Britanniques. Donc on avait comme grand chef le général Sir Michael Jackson, à ne pas confondre avec le chanteur, mais j'avais comme chef direct, patron du CJ Sotov, le Combined Joint Special Operation Task Force, un général britannique, celui-là même dont je parle dans le livre, parce que j'ai très vite compris qu'on n'était pas forcément en phase sur tous les événements qui s'y déroulaient. Mais effectivement, il y a cet événement, c'est une colonne de réfugiés serbes qui quitte Peć, en fait, qui est le patriarcat de Serbie, en fait, qui est très important pour les Serbes, parce que c'est le berceau de l'orthodoxie serbe, en fait, hein. C'est le lieu où normalement réside le patriarche, qui est le chef de l'église autocéphale serbe orthodoxe. Et ce convoi de réfugiés qui s'étend à peu près sur 2 kilomètres, est pris dans une embuscade menée par l'UÇK, la rébellion albanaise, qui s'en prend donc à des tracteurs, des voitures, des camions chargés de tout un tas de matériel hétéroclite, parce que les gens ont vidé leur maison, en sachant bien qu'ils n'y remettront probablement jamais les pieds. Il y a les enfants, il y a les vieillards, et tout ce monde se déplace lentement sur une petite route en lacet,
qui va de Peć vers Mitrovica et de là vers la Serbie centrale. Et sur ce trajet, ils sont donc pris en embuscade. Je suis prévenu par l'armée serbe, qui a un officier de liaison à mon PC pour me tenir informé des événements, parce que l'armée serbe en même temps se retire de la province, les accords de Kumanovo qui ont été signés un peu avant l'ayant précisé, l'ayant décrété. Donc je suis prévenu par l'armée serbe qu'il y a cette... alors j'envoie un hélicoptère armé, j'avais un détachement de 150 forces spéciales, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est quand même beaucoup parce que c'est des soldats d'élite, hein, supérieurement entraînés, armés, équipés. Mais j'avais 5 hélicos et j'envoie un hélico armé d'un canon de 20 avec un officier opération à bord pour voir ce qui se passe. Et il me rend compte qu'effectivement, il survole les lieux d'embuscade et il me définit les points sur la carte de manière très précise. Et je lui dis, il faut tirer quelques coups de semonce pour dégager un peu cette colonne de réfugiés et montrer à l'UÇK qu'on ne va pas laisser passer ça. Ce qui est le cas. Et on voit qu'il voit de son hélicoptère que les assaillants commencent à s'égayer, mais qui sont accompagnés de véhicules Land Rover Defender, qui sont les véhicules des SAS britanniques. Sous les ordres du même général que moi, car nous sommes des forces spéciales regroupées dans un groupement de forces spéciales otanien. Moi, je commande la partie française, à laquelle a été dévolue la reconnaissance du futur secteur français et son installation, de même que les Britanniques, de leur côté, ont leur propre mission, etc. Et là, je m'aperçois qu'ils sont en secteur français, et non seulement en secteur français, mais qu'ils sont en train d'appuyer, en tout cas d'assister les bras ballants à ce qui est un crime de guerre. Hein, parce que s'en prendre à des civils qui sont en train de partir, d'abandonner leur terre ancestrale pour fuir la guerre et les exactions, de cette manière, c'est ce que j'appelle un crime de guerre. Et donc là, il y a complicité évidente, au moins passive, mais complicité évidente. Et j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, que je suis appelé à la radio par mon général britannique, qui me demande ce qui se passe. Et qui me dit, mais c'est incroyable, vous tirez, un de vos hélicoptères tire sur mes SAS, Special Air Service, les commandos des forces spéciales britanniques. En général, il va falloir que vous m'expliquiez ce qu'ils font avec la rébellion albanaise en train de s'en prendre à des civils désarmés. Alors notre conversation a été assez courte et assez musclée. On en est resté là. On ne s'est plus jamais reparlé de l'opération. Hein. J'ai quitté le théâtre sans le revoir ni lui parler. Donc mes comptes rendus après étaient assez succincts. Hein. Je devais faire un compte rendu tous les soirs. Il était de ce fait devenu assez succinct. Par contre, je rendais compte évidemment à Paris, au chef d'état-major des armées, au général Kelch à l'époque, et à mon général des opérations spéciales, le général Salin, qui ont suivi tout ça, je dirais, en temps réel, et qui ne m'ont jamais désavoué. Hein. Il faut le savoir. C'est pour ça que la désobéissance, cher Stéphane, que vous évoquiez tout à l'heure, oui, j'ai bien compris après que on me reprochait peut-être à certains autres échelons d'avoir été un peu turbulent pendant cette mission au Kosovo, mais en fait, même avec le recul, avec maintenant 25 ans de recul, je me dis que j'ai fait strictement mon devoir. Voilà, mon devoir. Alors les Serbes ont fait de moi un héros, c'est très sympathique, et puis c'est très touchant surtout, souvent, mais je me prends pas pour un héros, je me prends, et j'avais avec moi des officiers et des sous-officiers et des militaires du rang, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, des trois armées, marine, air et terre, des meilleures unités interarmées de l'armée française, commando marine, première PIMA, commando de l'air, parachutiste numéro 10, etc. Et ils étaient tous comme un seul homme derrière moi. Hein. Il fallait même que je les freine, si vous voulez, dans la révolte qu'ils avaient devant ces événements qui se produisaient pratiquement tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai décidé à un moment donné de ne pas faire durer ma mission au-delà de ce qu'elle pouvait durer, parce que je considérais que on allait avoir un clash qui serait regrettable pour la France,
pour tout le monde, en fait. Et qu'il valait mieux passer la main à des gens qui ne seraient pas marqués comme nous l'avions été par ces événements en direct. Oui, mais les hommes sont restés. Non, les hommes sont partis avec moi, on est tous partis. Tous partis. Mon groupement a été relevé, on est rentré, on a repassé la frontière macédonienne, on est remonté dans les avions sur la France et mon groupement a été à ce moment-là disloqué et remis à disposition des commandements d'origine. Et il n'y a pas eu de punition à rebours? Non. Pour les hommes, hein, non, aucunement. Aucunement. De toute façon, s'il y avait eu une punition, elle aurait été pour leur chef, c'est-à-dire pour moi, et je l'aurais revendiqué. Non, il y avait des récompenses. En revanche, il y avait, puisqu'on avait ouvert un théâtre, etc., dans des conditions difficiles. Donc, on m'a dit, il y a, vous savez, des récompenses sous forme de croix de guerre, puisque croix de guerre TOE, la grande croix de guerre des TOE qui avait été attribuée en Indochine à nos anciens et qui n'avait plus été depuis, a été rouverte pour le Kosovo. Ça me semblait un peu beaucoup, mais ça ne m'appartenait pas comme décision. Et je l'ai demandé pour un certain nombre de mes gens qui avaient fait un travail remarquable. J'ai même demandé 1 ou 2 légions d'honneur, 2 ou 3 valeurs militaires, médailles militaires, et puis la croix de la valeur militaire n'étant pas attribuée. Et en fait, tout ça s'est transformé en témoignage de satisfaction ou lettre de félicitations, alors que les unités conventionnelles qui étaient arrivées derrière nous, sous les ordres de mon cousin, le général Bruno Cuche, commandant la brigade Leclerc, ainsi dénommée, ramassaient des décorations à tour de bras, alors que on leur avait remis les clés des casernes où elles allaient pouvoir s'installer et percevoir leurs chambres et leurs armureries et tout en sécurité. Donc j'avais été un peu révolté par ça et j'étais remonté au créneau. Et j'ai donc eu un certain nombre de récompenses pour mes hommes, mais de niveau bien moindre, donc quand même des croix de guerre. Pour ceux qui la méritaient, mais je dois dire que j'ai trouvé ça peu élégant. Voilà. Dans toutes ces opérations, on sait depuis longtemps que les décorations ne sont pas une science exacte dans les armées et que c'est pas très important au fond, mais ça l'est pour nos hommes. Donc le chef doit se battre pour ça parce que ça fait partie de son job, hein, la reconnaissance de la France vis-à-vis de ses soldats. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est un bout de tissu et un petit bout de métal qui coûte pas très cher à la République et qui ne doit pas être dévalorisé, qui doit rester, qui doit correspondre à quelque chose, à une action d'éclat. Mais quand il y a action d'éclat, il faut qu'elle soit reconnue. Voilà. C'était mon point de vue et ça a été un peu un sujet d'accrochage avec certains à l'époque. Et tu quittes l'armée assez rapidement après ton retour En fait, après mon retour, il était prévu normalement que je prenne un régiment l'année suivante. Et je comprends à ce moment-là que plus personne ne veut vraiment de moi. Donc, il y a quand même une petite punition. Enfin, il y a quand même un petit retour de bâton. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une discussion avec l'inspecteur de l'infanterie qui, à l'époque, gérait ces affaires-là. Avant de partir au Kosovo, tout allait bien, et quand je suis revenu, il était très embarrassé pour me dire que j'avais eu un accrochage avec le patron de la Légion quelques années avant, ce qui m'avait fait quitter la Légion et rejoindre les forces spéciales. Et il me dit, voilà, on est embêté parce que en fait, personne ne veut de vous et on n'a rien à vous donner. Alors j'ai dit, écoutez, mon général, je ne vais pas vous poser de problème compliqué à la direction du personnel de l'armée de terre, je crois que le mieux c'est que je m'en aille. Voilà. Et ça a été décidé comme ça, très rapidement, très spontanément. Et donc à partir de là, j'ai quitté le COS, j'ai quitté le commandement des opérations spéciales le 16 décembre, date de mon anniversaire, en compagnie du général Salin qui quittait son commandement le même jour. Et quand il s'est battu pour essayer d'inverser la vapeur, mais il n'y est pas parvenu. Et quand il a vu que c'était inéluctable, il m'a dit, bon, écoutez, je vous propose de partir le même jour que moi. Je pars le 16 décembre. Alors j'ai ri, parce que je me suis dit, c'est le jour de mon anniversaire. Et comme c'était un type vraiment bien, pour qui est mort depuis,
Il était maire d'une petite ville en Bretagne, et puis il est mort de maladie, hélas, prématurément. Et il m'a dit, ben écoutez, on part ensemble. Et en fait, ça s'est traduit, j'étais très gêné, parce que ça s'est traduit plutôt comme mon départ à moi que comme le sien. Parce qu'il m'a mis à l'honneur en permanence. Et que par contre, il avait un chef d'état-major à l'époque qui n'a pas su lui rendre toute la considération qui lui était due, parce que c'était un bon chef. Voilà. Et donc j'ai quitté un peu la mort dans l'âme. Hein. Le 16 décembre au soir, j'ai quitté 99, j'ai quitté physiquement l'armée française. J'ai entamé un stage le 3 janvier. Il a fallu que je me batte pour faire ce stage, au CPA à l'époque, Centre de perfectionnement aux affaires, parce que je me suis dit, il faut que je travaille. J'ai 6 enfants à charge encore à ce moment-là, et bien il faut que je bosse, parce que ma retraite de colonel, même si on m'avait donné l'échelon supérieur de la retraite, ne suffira pas à ça, à faire vivre ma famille. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une reconversion, que je comprenne quelque chose au monde des affaires auquel j'avais absolument pas été préparé. Et donc j'ai fait ce stage qui m'a amené jusqu'en septembre 2000, date à laquelle j'ai été officiellement rayé des contrôles de l'armée française. Voilà. D'accord. À mon grand dam, d'une certaine manière, oui, mais en même temps, ça a été une période très difficile et qui inaugurait une nouvelle période de ma vie. En 2000, on est en 2024. J'aurais fait presque autant, là pour le moment, de vie militaire que de vie civile. La vie civile n'a pas été un long fleuve tranquille, c'était une bagarre aussi permanente, mais elle m'a beaucoup appris et elle m'a aussi permis de vivre beaucoup plus librement, d'une certaine manière, et de parcourir le monde dans des conditions assez exceptionnelles. Et puis de choisir ses causes, ses combats, voilà, ses missions. Exactement, exactement. Et pour revenir une dernière fois sur le Rwanda actuel, enfin, ce qui se passe au Nord Kivu, c'est une question un peu naïve. Hein. Si on regarde une carte de l'Afrique, on voit la RDC qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés. Oui. On voit un tout petit point sur le côté qui est le Rwanda. Oui. Et on a du mal à imaginer que le Rwanda, avec 12 millions d'habitants, puisse faire autant d'exactions, de dommages à un pays qui est peuplé de 100 millions d'habitants. Oui. Après, je sais bien que le Rwanda, on peut associer l'Ouganda, le Burundi, donc on va en parler. On peut peut-être faire un petit peu parce que c'est la même population. Oui, mais c'est deux choses très différentes. Ils sont comme anglophones. C'est deux faux jumeaux. D'accord. On peut faire une description rapide. Donc c'est un peu ça la question. En fait, il y a un drame absolu qui se joue actuellement depuis 1994 dans l'est de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. On va pas refaire toutes les étapes, mais il y a eu la chute de Mobutu qui avait été mis en place par la CIA et que la CIA a fait tomber. Il y a eu la période Kabila père. Qui était un gentil truand. Soutenu par le SPR. Mais soutenu bien entendu par Kagame, qui à ce moment-là a placé ses hommes autour de Kabila, dans le commandement des armées congolaises à l'époque, etc. Le fameux James Kabarebe, par exemple. Et donc une prise d'influence très forte. Et tellement que le fils déclaré ou supposé de Kabila jeune, qui est resté au pouvoir un nombre d'années assez important, qui est sénateur à vie aujourd'hui et qui est un truand également, hein, qui a mis en coupe réglée son pays, il a fait sa fortune personnelle sur son dos, finalement a cédé la place il y a maintenant 5 ans, au dénommé Félix Tshisekedi, qui était le fils de son père, opposant notoire à Mobutu pendant des années, qui, pour le moment, n'a pas été élu d'ailleurs. Hein. C'est un certain Fayoulou qui, je pense, a été élu en réalité lors des dernières élections, mais tout a été trafiqué de mèche entre Kabila, fils, et son successeur, moyennant quelques arrangements entre eux. C'est très africain, mais je veux dire, c'est malheureux parce que c'est le pays qui en supporte les frais de tout ça. Bon, Tshisekedi est quand même plus recommandable que son prédécesseur, hein. Mais c'est loin d'être parfait. C'est un pays gigantesque, comme tu viens de le dire.
avec une mosaïque d'ethnies extrêmement importante qui fait toute la difficulté de l'unification. Il n'y a pas de nation congolaise, malgré les efforts de Mobutu avant. On peut même dire de ses successeurs d'une certaine manière, plus ou moins affirmée et volontaire, mais Tshisekedi aimerait, mais c'est compliqué, c'est l'immensité de ce pays qui regorge de richesses, mais ces richesses s'évaporent. Alors elles s'évaporent à l'étranger, pour une bonne part, je pense aux compagnies américaines, aux compagnies britanniques, aux compagnies israéliennes, et elles s'évaporent dans les poches des dirigeants successifs, que ce soit les dirigeants à Kinshasa ou les dirigeants locaux, les barons locaux. Donc, pour le plus grand malheur des populations qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, hein, dans des conditions... alors que le pays devrait être un éléphant de l'Afrique, extrêmement... Alors que les infrastructures sont détruites, on ne va pas par la route, ou alors c'est une aventure fantastique, hein, par la piste, je dirais, de Kinshasa à Goma. Ça n'est pas faisable. On y va en avion, mais on n'y va pas par la route. Et tout est comme ça, les ponts effondrés, les routes qui subissent les coupeurs de route, l'insécurité générale, etc. C'est un pays à l'abandon, en fait, avec le pouvoir central règne sur Kinshasa, et puis ses alentours, et puis sur quelques grandes villes de province, si on peut dire. Mais les intervalles, il y a des trous dans la raquette monumentaux. Okay. Donc, bien entendu, le Rwanda, petit pays, mais le petit pays qu'on appelait la Suisse de l'Afrique, hein, un château fort, un petit peu naturel, très avantagé par la nature, mais pas par son sous-sol. Donc café, thé, maïs, manioc, tout ça, ça pousse allègrement. Mais il y a peu de richesse, il n'y a pas de sous-sol. Alors ce qui est amusant, c'est de voir qu'aujourd'hui le Rwanda exporte des matières et des terres rares et des matériaux de première nécessité pour les technologies modernes. Il exporte lourdement et il n'en produit pas un gramme. Donc il les vole. Et le Rwanda de Kagame vole ses matières premières chez son voisin, le Kivu. La RDC, mais dans les provinces du Kivu, du Chaba éventuellement, un peu plus loin. Et c'est le drame absolu. Ça fait maintenant pratiquement 30 ans. Donc il y a eu des millions et des millions et des millions d'hommes, de femmes, d'enfants de tous âges qui ont été massacrés dans des conditions atroces. Moi j'en ai parlé il y a quelques années avec un personnage pour qui j'ai une immense estime, un immense respect, parce que c'est un grand monsieur qui est le professeur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, comme on le dit en langage local, qui a été prix Nobel de la paix quelques années après que nous soyons rencontrés, et qui m'a dit toutes les horreurs qu'il voyait, des bébés violés, l'abomination de l'abomination, je veux dire, des choses atroces. Et donc, la responsabilité là des puissances occidentales est énorme. Je pense aux États-Unis, une fois de plus. Et alors c'est là que ma conscience s'est éveillée vis-à-vis de ce que j'appellerais l'impérialisme sauvage américain. Hein. C'est au Rwanda, hein, c'est en 94, mais depuis je suis ça de près. Et donc on voit bien que le Rwanda, c'est une armée prussienne, sous les ordres de Paul Kagame. On l'appelait autrefois la Suisse de l'Afrique, mais la prospérité est grande aujourd'hui, en tout cas pour les classes dirigeantes dominantes au Rwanda, où la corruption existe comme ailleurs, mais elle est plus masquée, elle est plus feutrée, et elle profite en tout cas largement au clan Tutsi qui se regroupe autour de Kagame. Et c'est une armée impériale. C'est une armée qui déborde des frontières parce que c'est la vocation. Kagame rêverait d'une annexion définitive des provinces du Kivu. Hein. Ouais. Il n'ose pas le faire parce qu'il y a quand même l'ONU, l'Amérique, etc., qui ne seraient pas forcément d'accord, mais c'est ainsi. Relation avec le Burundi, parce qu'on en a parlé, le Burundi, c'est le faux jumeau du Rwanda,
parce que les proportions de population sont les mêmes. Je dirais entre 15 et 20% de Tutsis et 80 de Hutus. 80 ou 75% ou 70% de Hutus. Mais ils n'ont pas eu la même histoire. Et le Rwanda est resté après l'indépendance. Le Rwanda est passé sous, j'allais dire, direction Tutsi, Hutu, je veux dire, au moment de l'indépendance, jusqu'en 94, au moment de la bascule, le retour des Tutsis au pouvoir avec Paul Kagame. Le Burundi a fait le trajet inverse, si je puis dire. Il a été sous domination Tutsi des années et des années, le dernier président Tutsi ayant été renversé par les élections, tout simplement, mais puis assassiné en 94, président Hutu, le premier président Hutu de l'histoire du pays, retour des Tutsis au pouvoir, puis retour des Hutus au pouvoir, et aujourd'hui vous avez un général Hutu qui est le président du Burundi, et dont les relations avec le Rwanda sont mauvaises, hein. Même s'il a essayé de faire des efforts, etc. Kagame est un impérialiste. Il aimerait bien faire basculer le Burundi dans son giron. Or, le Burundi est aujourd'hui un pays dirigé par les Hutus et qui entend le rester. Donc, il est également partie prenante de ce conflit en terre congolaise, parce que c'est un tout petit pays lui aussi, qui a des difficultés économiques également, mais qui cherche à entretenir une amitié, une proximité avec le pouvoir congolais. Voilà, pour résumer un peu. Alors, le nom qui revient tout le temps, c'est le M23. Le M23, c'est une milice Tutsi qui agit en étroite collaboration avec les forces armées rwandaises de Kagame, en territoire congolais. Hein. Donc c'est la prise de Goma, c'est la province d'Ituri aussi au nord du Kivu qui est concernée, où se déroule le génocide patient de toutes les populations qui ne sont pas proches, apparentées aux Tutsis, ou qui ne veulent pas se soumettre. Voilà. Donc, et une armée congolaise qui est vérolée en face, qui n'est pas solide à aucun point de vue. L'ONU qui a essayé de faire des choses, mais l'ONU en Afrique, on en connaît l'efficacité, hélas. Hein. Donc c'est une zone ravagée par la guerre, par le génocide, par les horreurs de toutes sortes, et donc pas grand monde se préoccupe aujourd'hui. Hein. Et c'est pas vieux, parce que je vous dis, ça pas remonte, grand monde, y compris sur le continent africain. Il n'y a pas de réaction de l'Union africaine. Non, y compris. Parce que Kagame a été président de l'Union africaine pendant des années. Il est puissant, Kagame, en Afrique. Il a une image de dirigeant qui a redressé son pays, qui en a fait alors vraiment la Suisse aujourd'hui de l'Afrique, hein, au sens coffre-fort du terme, etc. Et puis il a développé l'influence du Rwanda. Aujourd'hui, la France a tendance à jouer le Rwanda gendarme de l'Afrique. Hein. C'est la politique de Macron. Hein. Donc quand on a connu des problèmes au Mozambique les dernières années, Total, dans la province du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, a connu une situation d'insécurité due à la poussée des groupes armés islamiques, de nature à faire arrêter son exploitation et à remettre en cause sa présence. Macron a fait appel à Kagame. Kagame a envoyé ses troupes et ils ont réglé le problème, hein, de manière brutale et définitive. Donc Total peut revenir maintenant au Mozambique, mais on voit bien que c'est paradoxal l'histoire, c'est comme ça. Mais Kagame a à l'évidence les meilleures relations avec Macron et son gouvernement. Mais ça reste incroyable d'imaginer qu'un tout petit pays dirigé par Kagame qui... Oui, mais c'est une dictature. C'est une dictature. Mais ça reste... Et alors je dirais, c'est évident à dire, mais il est facile de contrôler une dizaine de millions de personnes. Oui, c'est peut-être plus facile que 100 millions dont on a réduit en demi-servage les 9/10, avec un système policier extrêmement développé et méchant, que de gouverner un pays immense
avec une mosaïque d'ethnies, d'intérêts particuliers, d'intérêts régionaux, d'intérêts sous-régionaux, etc., qui se combattent en fait. Ouais. Et il faudrait une autorité de fer sur la RDC pour arriver à reprendre le contrôle et remettre de l'ordre dans tout ça. Mais c'est pas parti. Kagame, c'est un homme qui règne par la terreur, hein. Par la terreur. On le voit, c'est un grand échalas tout gentil, enfin qui a l'air tout gentil. Oui, qui en a pas l'air vraiment quand on le regarde de près. Oui, de près, mais de loin on voit un sort de professeur. Moi, je connais un certain nombre de ses proches collaborateurs du passé. Gérald Gaïma, par exemple, ou Tite Gatabazi, qui sont devenus à un moment donné des amis. Il faut voir ce qu'ils en disent, hein. C'est un homme sans scrupules. Ah, c'est un cynisme total. J'en conviens. Quand il y a quelques années, non, il n'en a pas forcément l'air comme ça. Mais, il est très séducteur avec la presse. Oui, il est un bon communicant, etc. Mais il n'a pas un charisme fou. Mais il n'a pas un charisme fou non plus. Ouais. Et oui, par exemple, il a fait disparaître il y a quelques années le chanteur Kizito Mihigo, qui était un personnage extrêmement populaire parce que Tutsi, dans la famille, a été décimé par le génocide, rescapé lui-même du génocide, jeune Tutsi, doté d'une jolie, très belle voix en fait, chanteur de gospel en fait, hein, et certaines de ces chansons sont extrêmement émouvantes, hein, elles valent la peine d'être connues. On va sur Internet, on tape Kizito Mihigo, on trouve quelques-unes de ces chansons. Et lui a été liquidé dans un commissariat après plusieurs mises en garde, a été liquidé par la police de Kagame parce qu'il prêchait la véritable réconciliation nationale en disant « Oui, il y a eu des horreurs commises par les Hutus, c'est le génocide de 1994, mais il y a eu beaucoup d'horreurs aussi commises par les Tutsis contre les Hutus. Et pour qu'on arrive à former une nation, il va falloir mettre un peu de vérité là-dedans. Et chacun sait qu'il n'y a pas de justice sans vérité, et il n'y a pas de paix sans justice. Donc tout s'emboîte. Donc il a été liquidé pour ça, il y a quelques années. Voilà. On arrive, je crois, me souvenir de mémoire à la date anniversaire de ce garçon qui a l'âge de mon fils, hein, qui aurait 40 ans aujourd'hui, jeune et courageux, et incarnant la réconciliation réelle du Rwanda sur ses valeurs chrétiennes, parce qu'il c'était un chrétien convaincu, un catholique convaincu. Et à ton avis, l'avenir de la situation au Nord Kivu, c'est l'annexion du territoire par le Rwanda, au final, à moyen terme? Où il y aura... C'est déjà plus ou moins le cas, en fait. Ce sont des régions qui sont pratiquement... alors officiellement non, bien sûr, mais il y a... c'est ce que veut Kagame, hein. Et en face de lui, il a un pouvoir lointain et faible. Et ça dérange et une personne. Armée, encore une fois, une armée congolaise qui est... Il faudrait reprendre en main l'armée congolaise. Voilà, mais qui pourra la reprendre en main? Si les sociétés qui vendent le coltan, le cobalt, estiment que Kagame est quelqu'un qui permet plus facilement l'exploitation des mines... Mais c'est le cas. C'est le cas. Il n'y a aucune raison que ça change. Il n'y a aucune raison que ça change. Non, bien sûr, parce que derrière, il y a des intérêts capitalistes de grands États que j'ai cités déjà abondamment, qui sont en jeu. Alors l'Arménie, j'y suis allé, je n'y suis allé qu'une fois. J'étais allé il y a quelques années en Géorgie, pays voisin. Le Caucase est une région extrêmement intéressante et comment dirais-je, où la situation est tendue et inflammable, on le sait, pour des raisons historiques, religieuses, etc. D'abord, il y a l'influence de la Turquie. L'Arménie est ce pays qui a vu ses frontières se réduire de plus en plus, qui a subi le génocide de la part des Turcs, qui, 100 ans ou 120 ans après, en veulent toujours autant à l'Arménie. Hein. L'un donne plus de gages aux apparences, entre guillemets, démocratiques, parce qu'il est membre de l'OTAN, c'est la Turquie. L'autre n'en a rien à faire et n'a pas hésité à faire main basse sur le Haut-Karabakh et à y pratiquer l'épuration ethnique, puisque c'est 120 000 habitants arméniens du Haut-Karabakh, de l'Artsakh,
qui ont dû fuir dans des conditions terribles au moment où j'y suis allé. Alors moi c'est la première fois que j'allais en Arménie. Je suis pas allé au Karabakh parce que j'ai pas eu le temps. En fait, c'était très court et mes hôtes arméniens n'y tenaient pas. J'ai simplement fait quelques incursions à l'extérieur de Yerevan, jusqu'à la frontière, en particulier au sud, le mont Ararat, qui est maintenant de l'autre côté, si je puis dire, mais qui pour les Arméniens était une terre arménienne. C'est le mont sur lequel s'est posée l'Arche de Noé. Il y a toute cette tradition très forte, biblique et chrétienne qui imprègne le pays. J'ai été très touché par ce pays qui est magnifique, où les traces de la chrétienté sont extrêmement anciennes, peut-être les plus anciennes au monde, avec des monastères extraordinaires. Je n'ai pas pu, dans ma tête, ne pas faire le lien avec ce que j'avais vu d'une part au Kosovo, et ce que j'avais vu aussi en Syrie, en 2015, quand je suis allé à Maaloula, village chrétien martyr, pas très loin de Damas, où le fameux groupe Al-Nosra, tant vanté par Laurent Fabius, qui trouvait qu'il faisait d'excellents boulots à l'époque, pour le citer, avait éradiqué la population chrétienne, les deux églises. Il y a deux communautés chrétiennes à Maaloula, une gréco-catholique et une orthodoxe, qui avaient été traitées de la même manière infâme par ce groupe armé soutenu par la France. Comment ne pas ressentir les mêmes impressions, les mêmes émotions aussi, parce que bien sûr, voilà. Alors, après, il y a une réalité géopolitique que les gens ignorent, qu'il faut dire, qu'il faut rappeler, c'est que l'Azerbaïdjan de M. Aliyev, allié de la Turquie, allié naturel de la Turquie de M. Erdogan, est soutenu militairement par Israël. Quand le Haut-Karabakh a été vidé, donc en septembre 2023, de ses habitants arméniens qui ont fui, quand ils n'étaient pas tués dans des conditions atroces, Aliyev, le dictateur azéri, a remercié publiquement Netanyahou et Tsahal et le Mossad de leur action décisive pour la conquête du Haut-Karabakh. Donc il faut le dire parce que je pense que peu de Français le savent. De même que il faut savoir que le meilleur allié de l'Arménie, allié politiquement incorrect pour nous Français, c'est l'Iran. L'Iran chiite comme l'Azerbaïdjan, mais qui est sans défaillir le meilleur allié aujourd'hui, y compris sur le plan militaire, de l'Arménie. Voilà. Le dernier allié, parce que... Le dernier allié, le dernier vrai allié. Parce que la Géorgie... La Géorgie est dans sa position un peu particulière. Ouais. Alors, les Russes gardent un œil sur l'Arménie, parce qu'ils sont obligés. Il faut savoir que quand on se promène dans Yerevan, on y voit énormément de Russes qui trouvent que le climat n'est pas désagréable, que la ville est sympa, etc. etc. Donc, mais ça fait monter l'immobilier à Yerevan. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis dans les grands centres du pays, mais alors moi quand j'y suis allé, grand intérêt pour la France, grande popularité de la France chez les Arméniens que j'ai rencontrés. Il y a toute une histoire pour ça. Il y a la grosse communauté arménienne en France, qui je crois, est de l'ordre de, je ne vais pas dire de bêtises, mais plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a Aznavour, bien sûr, etc. Mais on prend ici les Moulineaux. Les Moulineaux est une ville où la communauté arménienne est très forte. Et puis, quand on circule dans Paris, rue Jean Goujon, il y a la cathédrale arménienne qui est tous les dimanches, etc. Moi, j'ai ressenti très fort cette identité chrétienne. Ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas orthodoxes, ils sont apostoliques arméniens.
c'est leur tradition qui veut ça. Mais ce sont nos frères chrétiens qu'on ne peut pas abandonner. Alors moi j'ai eu plein de questions de la part de mes interlocuteurs arméniens. J'ai même rencontré une délégation de haut niveau du ministère de la Défense arménien, parce que nous étions deux anciens officiers de l'armée française à venir les voir à ce moment-là. Beaucoup de questions sur... ils ont dit, on a des contacts avec votre ministère de la Défense, il y a des opérations de coopération qui sont en cours, etc. J'ai dit, c'est très bien, mais je pense que vous devriez, vous, Arméniens, aller plus loin, puisque vous observez comme moi, et moi je le regrette beaucoup, que la France subit un revers de popularité très fort en Afrique francophone aujourd'hui. On a donc des troupes qui vont être disponibles, et des troupes d'élite, qui ont besoin d'horizons pour se motiver et s'entraîner et être à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'elles. Pourquoi ne demandez-vous pas à la partie française le déploiement en Arménie, en particulier dans la province du Syunik, qui est très convoitée par l'Azerbaïdjan, d'un ou deux groupements tactiques interarmes français, relevables tous les 4 ou tous les 6 mois, comme on le faisait au Mali, au Niger ou au Burkina Faso à une époque. Voilà, alors j'ai lancé l'idée, après je pense, manifestement elle n'a pas eu de suite, en tout cas jusqu'à présent. Et c'est dommage parce que moi j'y aurais vu la manifestation concrète au-delà de la fourniture de certains matériels qui peut se faire, drone, artillerie ou radar anti-aérien, etc. Mais je pense que c'était une occasion pour la France de créer un lien humain sur place. Nos soldats savent très bien faire ça, que ce soit les soldats des troupes de marine, de la Légion étrangère, et de toutes les unités, puisque maintenant l'armée française est très professionnalisée, on le sait, et que cette culture s'est répandue dans notre armée de terre en particulier. Je trouve dommage, parce que c'était une idée, voilà. Mais je pense qu'elle ne convenait pas forcément à nos politiques. Mais oui, moi j'ai un peu la même crainte pour l'Arménie que mes craintes concernant le Kivu. Moi j'ai l'impression que c'est un pays sacrifié, c'est un pays qui est destiné à disparaître. Et ils sont 3 millions d'habitants, il y a les Turcs, oui. Même si l'Iran joue un peu parce que plus contre la force turque. L'Iran ne veut pas voir disparaître l'Arménie. Oui, je pense que c'est le tampon. C'est le tampon. Et l'Iran, moi je connais bien l'Iran où j'ai été très souvent depuis les années, je dirais 2010 à peu près. Hein. J'ai beaucoup été entre 2010 et le Covid, je dirais, le démarrage du Covid. Et ce pays qui est ce qu'il est, hein, chiite, conservateur, très conservateur et très chiite, n'est pas foncièrement hostile aux chrétiens. Et ça, je l'avais constaté aussi en Syrie et en Irak, en parlant avec les évêques de la région, quelle que soit leur église d'appartenance, mais les évêques chrétiens disent tous qu'ils entretiennent depuis des lustres un langage respectueux et ouvert avec les responsables chiites, qui sont beaucoup plus structurés que l'islam sunnite dont on voit les dérives. Donc, ceci dit, l'Azerbaïdjan, c'est l'exemple du pays chiite le plus intolérant et le plus agressif qui soit, avec leurs frères turcs qui sont eux sunnites. Mais on voit bien tous ces mouvements. Alors c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet pour l'Arménie, mais je pense pas que les Arméniens puissent se résoudre à la disparition de leur pays, y compris. J'étais invité il y a quelques jours à déjeuner au Jans Club. Jans Club, c'est Jan, c'est la terminaison de tous les noms arméniens. Hein. Et le Jans Club a été créé en 1965 par des Arméniens en exil à Paris. J'ai été invité à déjeuner par un ami qui est Varoujan Sirapian,
qui est français et arménien, double nationalité, et qui est le patron de l'Institut de Chobanian, qui fait beaucoup pour essayer de maintenir la culture arménienne en France, de créer des liens entre la France et l'Arménie, etc. C'est d'ailleurs grâce à lui que je suis allé en Arménie au mois de septembre et qui avait organisé ce voyage. Ces gens-là n'ont pas l'intention de baisser les bras. Hein, ils sont courageux, mais ils sont que 3 millions. Oui, bien sûr, ils sont pas nombreux. Il y a une grosse diaspora quand même arménienne dans le monde. Hein. Encore une fois, je ne sais plus combien en France ils sont, mais je crois que c'est au moins 500 000. Hein. Ouais. Voilà, et c'est quand même alors, ça se dispute avec la Géorgie, mais c'est le premier pays chrétien au monde. Hein. Donc, je pense qu'on est dans une période de grand bouleversement géopolitique majeur. Je ne sais pas ce qui va en résulter, je ne suis pas prophète, mais je pense que toutes ces plaques tectoniques bougent. Hein. On va remonter un petit peu la carte, on va passer le Caucase, aller au-dessus de la mer Noire et aller sur le théâtre d'opération de ton nouveau livre. Tu sors chez Hugo et compagnie un livre sur ton regard sur l'Ukraine. Alors, le titre exact, c'est « La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie ». Oui. Donc, j'ai envie de t'interroger sur un sujet qui m'intéresse, qui n'est pas forcément le sujet le plus traité, c'est la question des terres. Les terres, oui. On a souvent vanté les terres ukrainiennes comme les meilleures terres, les terres les plus riches, les plus fertiles d'Europe. Mais la question que je me pose, à qui appartiennent ces terres? J'ai l'impression que c'est aussi une question Alors l'Ukraine, depuis l'Antiquité, c'est un peu le grenier à blé de l'Europe, et puis de l'Europe méditerranéenne. Hein. C'est connu dès l'Antiquité, en fait. Donc ces terres riches, cette richesse de l'Ukraine, son atout majeur, à mon avis, est évidemment connu de tout le monde, et en particulier des puissances autour. Donc c'est connu de la Russie, qui en a largement évidemment profité dans le système impérial russe et puis dans le système soviétique. Mais c'est connu aussi des ennemis, puisqu'il faut appeler ça comme ça maintenant aujourd'hui, hélas, de la Russie. Et finalement de l'Ukraine, à mon avis, parce que je pense que l'Ukraine est victime de cette guerre dans des conditions tragiques et dramatiques. C'est une vraie tragédie, et sa population en particulier. Mais voilà, ça n'avait pas échappé non plus à Hitler, ça n'avait pas échappé, et ça n'échappe pas à l'administration américaine d'aujourd'hui, à l'administration britannique. Donc les grands consortiums américains se sont emparés aujourd'hui de un peu plus de 50% des terres arables ukrainiennes. Alors c'est documenté, j'ai cité, je crois, intégralement dans mon livre un rapport d'un think tank américain, donc pas suspect de, comment dirais-je, de complaisance envers qui que ce soit d'autre, mais très honnête, en fait, très détaillé et très honnête, qui donne la réalité de la situation aujourd'hui de ces terres arables, détenues en grande majorité par les consortiums américains et quelques-uns européens, nordiques, britanniques, etc. Parallèlement, les agriculteurs ukrainiens souffrent parce que Zelensky a fait une réforme agraire qui passe très mal, qui vise à déposséder en fait les petits paysans de leurs terres, etc., dans une espèce d'idée de regroupement agraire. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un des problèmes majeurs. Alors en plus, ces terres arabes se situent aujourd'hui majoritairement dans ce qui va retomber dans l'escarcelle, à mon avis, de la Russie, au terme de cette guerre tragique. Donc c'est un véritable enjeu économique, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu géopolitique très fort. Et je pense que la conclusion, on commence à la voir s'ébaucher.
Moi, je pense que la Russie est en train de gagner militairement cette guerre. Alors, bien entendu, il y a le Donbass et son atout industriel bien connu, mais il y a ces terres arabes également. Et donc, je pense que l'Amérique a du souci à se faire. Hein. Les grands consortiums américains ont du souci à se faire parce que ils ne vont pas garder leur position telle qu'ils les avaient jusqu'aujourd'hui. Alors, aux grandes dames, peut-être de certains arrangements politiques, comme la famille Biden, par exemple, qui a trempé là-dedans aussi largement en profitant de la présence de Joe Biden comme vice-président d'Obama, puis ensuite comme président maintenant depuis qu'il a remplacé Trump. Mais oui, je crois que c'est un vrai sujet, un sacré sujet dont personne ne parle en fait, ou très peu. C'est pour ça que je lui ai réservé quand même une place importante. Dans ton livre, je cite intégralement ce rapport. Tu donnes tous les noms des sociétés, de qui appartient. Exactement. On a quand même maintenant l'impression que les Américains sont en train de lâcher prise, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas militairement, l'OTAN n'y arrive pas, on le voit bien. Parce que la Russie en Ukraine a affaire en premier rideau aux forces armées ukrainiennes, qui sont aujourd'hui exsangues, défaites. Humainement, c'est un drame absolu, parce que c'est une jeunesse qui a été hachée. C'est un gâchis humain. On parle de plusieurs centaines de milliers de morts et de blessés. C'est un gâchis humain terrible, et c'est un pays qui ne s'en relèvera pas. L'Ukraine qui va sortir de cette guerre ne sera pas l'Ukraine d'avant. Ouais. C'est évident. Ni en matière de frontières, ni en matière de réalité économique, ni en matière de réalité humaine. Comment va-t-elle se reconstruire ? C'est un sujet. Par ailleurs, reste en épée de Damoclès le statut de cette future Ukraine. Si elle devait adhérer à l'OTAN ou à l'Union européenne, ce serait, si l'OTAN n'est pas mort et l'Union européenne n'est pas morte d'ici là, mais ce serait un casus belli en germe pour la Russie. Donc, ce que veut la Russie, c'est un État neutre. D'ailleurs, je rappelle que en mars 2022, un mois après le déclenchement des hostilités officielles et marquées, à Istanbul, de l'aveu même des responsables ukrainiens d'aujourd'hui, on était pratiquement arrivé à un accord et qui ramenait la paix. Et cet accord, c'était la neutralité de l'État ukrainien. Donc, non-appartenance à l'OTAN, évidemment, non-appartenance à l'UE. On en revenait à une situation T. Et c'était la paix. Et les Alliés, en particulier Boris Johnson, a fait le voyage à Kiev pour inverser complètement la vapeur et faire que ces accords échouent. Ils ont échoué, et on connaît la suite. Donc la responsabilité, quand même, encore une fois, alors il y avait peut-être tous ces intérêts économiques derrière, hein, c'est probable, qui n'ont pas été mis en lumière, mais les terres arabes comme le reste. Mais je pense que la responsabilité, en tout cas concrète, des Anglo-Américains sur le déroulement, l'envenimement, le développement de cette guerre est colossale et magistrale. Et incontestable. Tu retraces tout l'historique qu'on connaît déjà un petit peu depuis 91, toutes les promesses non tenues. Oui. On peut aussi rappeler le moment fort, d'ailleurs qui correspond aujourd'hui à l'actualité avec le départ de Victoria Nuland, le Euromaidan de 2014, oui. qui est un moment clé aussi. Donc tout ça, tu le retraces bien, et on voit bien quand même que chaque épisode va forcément arriver. On va forcément arriver à la situation qu'on connaît actuellement. Mais la question que je me pose aussi, un peu naïvement, c'est que depuis 2014, on a une situation humanitaire compliquée dans l'est de l'Ukraine. On a des lois qui sont décidées contre la population russophone. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il a fallu attendre 10 ans pour que Poutine fasse cette action militaire. Quel timing? Est-ce que c'est parce que c'est Biden, il a jugé Biden faible? Est-ce qu'il a pensé que les Allemands allaient le suivre parce que les Allemands ont besoin du gaz russe?
et que pour avoir écouté plusieurs discours de Poutine, il cite souvent l'Allemagne comme modèle économique. Ouais, oui. On sent qu'il est fasciné par l'Allemagne. Est-ce qu'il a tenté un coup en disant bon bah je vais rentrer mes chars, les Allemands vont dire on peut pas se priver du gaz, on fait un deal, Un arrangement, ouais, bien sûr. l'Ukraine reste neutre, tout le monde reste à sa place. Oui, tu Ou as alors raison. que ouais, On voit d'ailleurs bien à l'attitude actuelle du chancelier allemand qu'il n'est pas du tout va-t-en-guerre et qu'il cherche plutôt à trouver une porte de sortie et à régler les affaires pour ne pas se couper complètement de la Russie. Parce qu'en fait, l'Allemagne a besoin de la Russie. L'Allemagne, sans la Russie, entre dans une période de troubles économiques certains, du fait des conséquences énergétiques de ce conflit. Et donc on a une vraie, c'est une vraie question. Mais alors pourquoi Poutine a attendu 10 ans? Ce qui est vrai, c'est que la Crimée, il s'est lancé en 2014, 2016, sans coup férir. Oui. Bon, et puis ça a été réglé, et puis voilà. Puis à mon avis, le problème est réglé. Hein. Ouais. On ne reviendra pas en arrière, même si Zelensky a sorti des décrets et des machins qui sont sans effet, puisqu'il est en train de perdre la guerre. Bon. Mais pourquoi est-ce que Poutine n'a pas, à ce moment-là, profité? Moi, je pense qu'il avait... il avait espoir qu'il arriverait à discuter avec l'Occident, malgré des déceptions. Il y a eu plein de déceptions finalement, hein, entre Sarkozy et Kadhafi, entre les bateaux français, les Mistral, etc. Et puis maintenant, c'est le comble, l'apothéose avec Macron, mais il a, je crois, fait preuve d'une certaine volonté de ne pas... C'est pas un extrémiste, Poutine, contrairement à tout ce que tout le monde dit partout. Je pense qu'il y a beaucoup plus dur que lui en Russie aujourd'hui. Hein. Et il a réussi, pour le moment, à faire une espèce de synthèse. Quand on le regarde au quotidien dans cette affaire de guerre, il est plutôt en position... il a une certaine retenue, entre guillemets. Ça n'empêche pas l'horreur de la guerre, mais... de celle qui se déroule sous nos yeux, mais elle n'a pas débordé pour le moment. Elle pourrait déborder. Hein. Si on continue nos provocations stupides, celles de Macron, ses déclarations va-t-en-guerre, alors qu'on n'a pas les moyens, tout simplement, d'y faire face, hein, de faire face aux conséquences. Si on arrêtait un peu de cette espèce de surenchère, ces escalades verbales qui n'a aucun sens, on pourrait peut-être se préoccuper de l'avenir et de la restauration d'un certain équilibre, d'une certaine paix. Hein. Mais nos dirigeants n'ont pas de culture, donc ils ont oublié Chateaubriand. Je mets dans mon livre espèce de rêve d'Andrei Makin, notre académicien français d'origine russe, qui dit en fait, il reprend tout simplement le rêve de Chateaubriand ou le rêve de De Gaulle. C'est une Europe équilibrée entre un pôle occidental, la France, et un pôle oriental, la Russie, et qui n'ont pas de frontières communes, qui n'ont pas de contestation territoriale entre elles, qui n'ont pas de rivalité entre elles, etc., mais qui au contraire peuvent avoir une certaine complémentarité, avec au milieu, c'est vrai, cette fichue Allemagne, hein, qui n'a jamais été finalement l'allié de la France, l'ami de la France, même si on a fait des efforts depuis De Gaulle et Adenauer, mais pour essayer de recoller les morceaux, mais on voit bien qu'on est quand même... on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, les mêmes intérêts, mais on pourrait imaginer quand même, on aurait pu imaginer quand même de construire une maison commune européenne comme le réclamait Gorbatchev au départ, hein, ou même Yeltsin, hein, à plus forte raison Poutine, qui aille de Brest à l'Oural. On aurait construit un système de sécurité commun européen qui aurait probablement enfin rassuré les Polonais et les Baltes, qui ont des inquiétudes. Oui, mais je comprends très bien, c'est congénital là, pour eux, et on peut le comprendre aussi. Mais je veux dire, la France avait un rôle à jouer là-dedans, d'équilibre, d'apaisement, de réconciliation, etc. Et on a loupé cette
cette opportunité. Et à mon avis, on va vers là beaucoup de tensions. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec les uns, avec les autres, la Russie, c'est la Serbie qui m'a amené à la Russie, en fait. Hein. C'est la filière orthodoxe, si je puis dire. Donc, je les connais quand même pas mal. Je suis allé moi-même en Crimée il y a quelques années, à Yalta, Sébastopol, Simferopol, etc. Je constate que c'est une terre russe et qu'ils veulent rester, hein, peuplée de Russes et de Tatars, en minorité, mais qui n'a aucune envie de l'étiquette ukrainienne. Donc, il va falloir stabiliser tout ça quand même pour la suite. Ou alors, on veut une déflagration parce qu'on a des problèmes graves et qu'on considère que la déflagration sera le moyen de les régler. Ça peut être dans la logique de certains dirigeants occidentaux. Moi, j'ai une vision un peu plus restrictive que ça. Je pense que d'abord, la victime numéro 1, c'est l'Ukraine. Oui, c'est sûr. C'est très clair. Mais à part elle, tout le monde gagne. Et la population ukrainienne. Oui. Qu'elle soit russophone et russophile, ou qu'elle soit de l'ouest de l'Ukraine. L'Ukraine est la première victime de cette guerre. Celle qui souffre, celle qui meurt. Ensuite, il y a quand même une recomposition phénoménale des choses. Mais je pense que oui, la Russie, d'une certaine manière, est gagnante, va être gagnante à terme, parce que finalement, elle sortira de cette guerre vainqueur. Ça, j'en suis convaincu, mais c'est pas un scoop de le dire. C'était prévisible dès le départ. Et au-delà de ça, pour des raisons, créer des liens avec l'Inde, avec pour des la raisons, Chine. voilà. Mais c'est une perte pour l'Europe et pour l'Occident, parce qu'on a fait basculer la Russie, qui ne demandait pas mieux que de nous rejoindre. On l'a fait basculer du côté de la Chine. Or, je pense que la Russie et la Chine ne sont pas des amis. Elles peuvent être des alliés conjoncturels, mais elles ne sont pas des amis, fondamentalement. C'est une tradition ancienne. La Russie craint la Chine, clairement, et pour nous, Européens, la Russie, c'était le glacis idéal face à la Chine qui se développe et qui devient la première puissance mondiale, hein, à mon avis. Donc ça, c'est une chose. Et puis, bien entendu, c'est solidariser autour de la Russie et de la Chine les BRICS émergents qui deviennent, qui représentent quand même finalement les 2/3 de l'humanité ou les 3/4 de l'humanité. Hein. Donc quand on dit que Poutine est isolé, il n'est pas du tout isolé. C'est nous qui sommes isolés. Nous qui sommes isolés avec ces salopards d'Américains, si je puis dire ainsi, de Canadiens décadents et d'Européens non moins décadents. Donc, alors l'Union européenne est-elle renforcée? Moi personnellement, je ne crois pas. Je pense que l'Union européenne est plus malade que jamais. Elle est plus proche de l'explosion que jamais ou de l'implosion que jamais, parce qu'on voit bien son incapacité à. Alors il y a von der Leyen qui est une plaie à mon avis, qui veut se représenter à la Commission. Mais je pense que il y a un excellent article que je cite aussi dans mon livre de Michel Pinton, l'Union européenne survivra-t-elle à cette guerre? Moi, je suis assez d'accord avec Michel Pinton. Il y a toutes les chances que l'Union européenne ne survive pas à cette guerre. Et de même que l'OTAN. Parce que l'OTAN, je disais il y a récemment sur l'antenne de notre ami Berkoff Sud Radio. Sur Sud Radio, pour moi, l'OTAN, c'est un tigre de papier aujourd'hui. C'est un tigre de papier parce que l'OTAN, c'est une apparence d'unité et de force. Mais en réalité, derrière, ce sont des armées disparates, ce sont des matériels disparates, ou alors américains. Les Américains sont à court d'argent et à court de munitions et ne veulent pas. Ils sont allés très loin, mais pour affaiblir l'Europe et pour détruire l'Europe. Alors ça, ils sont peut-être en train d'y arriver. Donc moi, je pense que l'Union européenne, elle est virtuellement en danger, grave, si elle n'est pas déjà morte. Et alors avec nous, c'est dramatique pour nous aussi. Hein. Je pense à la France en premier, parce que c'est la France qui m'intéresse davantage que les Allemands, les Finlandais ou les Danois. Mais voilà. Et puis, et l'OTAN, je pense que l'OTAN
l'OTAN est un tigre de papier. Donc j'emprunte cette formule à notre ami Mao Tse-tung, non pas parce que j'ai des sympathies pour Mao Tse-tung, mais parce que je trouve qu'elle est très imagée, mais juste en fait. L'apparence d'un tigre, mais le problème c'est que derrière c'est pas solide aujourd'hui, c'est pas solide. Le potentiel militaire, industriel européen aujourd'hui est en grand désarroi. Le consortium militaro-industriel russe est reconstitué avec l'aide des Chinois, avec l'aide des Iraniens, avec l'aide des Coréens du Nord. Ça c'est vrai, hein, c'est indiscutable, mais ils ont un temps d'avance. Hein. Les missiles hypersoniques, etc., tout ça c'est... Et l'arme nucléaire tactique, car nous avons abandonné l'arme nucléaire tactique, qui est la seule arme nucléaire utilisable, entre guillemets, si tant est qu'une arme nucléaire soit utilisable. Mais nous, on l'a abandonné. On a mis nos Plutons au rencard il y a déjà pas mal d'années. Donc, et on voit bien en quelle main est la dissuasion nucléaire aujourd'hui, française. Il y a de quoi être inquiet. Hein. Voilà, donc... moi, je pense qu'on est en train d'assister à une recomposition historique majeure, dont on peut esquisser les contours futurs, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, c'est évident. Et en tout cas, la France est perdante, l'Union européenne est perdante, les pays européens de l'Ouest sont perdants, et c'est contre ça qu'avec intelligence, Scholz, dont je ne suis pas un fan par ailleurs, hein, Scholz a compris ça et c'est pour ça qu'il a une position très, très démarquée et très. C'est l'inverse de Macron à l'heure actuelle, hein, d'où le divorce affiché. Macron le traite à mi-mot de lâche ou autre, mais en fait non. Scholz œuvre pour son pays là et pour ses habitants. Donc, il fait son boulot de chef d'État. J'ai pas de sympathie particulière pour lui, mais il le fait en tout cas 10 fois mieux ou 100 fois mieux que Macron. C'est évident. Macron est en train de nous planter, mais de nous planter en beauté, avec peut-être un drame épouvantable derrière. Donc c'est sa responsabilité pour le coup, hein, enfreignant tous les principes constitutionnels français, par ailleurs. Donc la séparation des pouvoirs, etc., tout ça, on piétine ça allègrement, on se met en état de belligérance avec un pays qui ne nous a rien fait et qui devrait être notre partenaire naturel, sinon notre allié naturel, tout ça pour du verbiage ou des intentions de politique intérieure obscures, hein, les européennes qui arrivent, etc. C'est dramatique pour moi, c'est à en tomber à la renverse en fait. Notre pays est aux mains de gens irresponsables, totalement irresponsables. Voilà. Je suis extrêmement malheureux et inquiet pour la France d'abord. Hein. Les pays européens alentours m'intéressent aussi, certains plus que d'autres, mais je suis très inquiet de la suite qui sera donnée, parce que l'Amérique, elle est loin, et elle restera sur ces terres américaines comme elle a toujours fait. Elle se contente d'envoyer ses proxys au contact, dans l'intérêt stratégique qui est le sien, et rien d'autre. Et nous, Européens, on est totalement aveuglés, hors sol, dans notre rêve de je sais pas quoi. Hein, ça. Je pense que l'Amérique est d'abord divisée contre elle-même. On va le voir aux prochaines élections américaines, mais je pense que attendons ce qui va se passer entre Biden et Trump, puisque à mon avis c'est les deux, sauf si Trump prend une balle dans le dos comme John Fitzgerald Kennedy il y a un certain nombre d'années. Ça c'est encore autre chose. C'est possible, hein. Ouais. Quand un personnage menace, je dirais l'ordre établi, on peut le faire disparaître. Mais ce cas de Dieu ne plaise, mais c'est toujours possible. Donc on va voir ce qui ressort de tout ça, mais les États-Unis sont quand même en perte de vitesse terrible. Les gens haïssent l'Amérique aujourd'hui. Je le vois partout où je me promène dans le monde. Les Américains, alors la France est complètement déconsidérée, hélas. On est les has-been du monde aujourd'hui, dans la grandeur passée, tout ça, il y a encore des nostalgiques qu'on rencontre à droite à gauche. C'est assez émouvant parfois. Hein.
Mais je pense que la France est tombée bien bas. L'Union européenne, c'est un machin, comme aurait dit De Gaulle, qui n'a pas de vraie réalité, de vraie consistance. Je sais pas ce que ça va donner, mais les États-Unis, eux, s'en sortent très bien de tout ça, parce que eux, ils ont vendu leur lobby militaro-industriel est florissant, mais en même temps, ils ont des gros problèmes de leadership dans le monde. La dédollarisation est commencée, la remise en cause de l'impérialisme américain est générale, à mon avis. Donc tout ça, c'est quand même porteur à la fois d'inquiétude et d'espoir. Je vais faire deux réponses. Non pas que je sois normand, mais j'ai une mère normande quand même, ça peut dire des choses. En fait, il y a un endroit en France où je suis en paix et que j'aime énormément, c'est le Barou, accroché aux pentes du Mont Ventoux, où se trouve un monastère bénédictin de bonne observance, je dirais. On ne peut pas dire de stricte observance, parce que ça fait un peu... Mais que je connais depuis les origines, parce que j'en ai vu la préfondation à Bédouin, quand j'étais en Corniche, à l'école militaire préparatoire d'Aix-en-Provence. À l'époque, c'était Don Gérard, le père abbé de ce monastère naissant, et qui est aujourd'hui un monastère florissant, qui a même des fondations ailleurs. Mais c'est un havre de paix. C'est un havre de paix dans une nature absolument extraordinaire. Voilà, donc... on finit sur un havre de paix. On finit sur un havre de paix. Et alors, si on étend cette question à l'Europe... À l'Europe, ok. Eh bien, j'ai le même sentiment au Mont Athos. D'accord. Oui, voilà. En particulier au monastère de mes chers amis serbes orthodoxes de Hilandar, où je vais régulièrement et où je suis... on est déconnecté de tout, il n'y a plus de portable, il n'y a plus de femmes, d'internet, il n'y a pas de femmes. mais non pas que je sois content de voir la mienne s'éloigner, parce qu'au contraire, j'en ai de plus en plus besoin en réalité. Mais ce sont des endroits où souffle l'esprit, en fait, et où on se sent transcender vers le ciel, et où on commence à compter un peu les années passées sur Terre en se disant j'ai peut-être encore des choses à faire, mais alors on va leur donner un certain sens, une certaine profondeur, une certaine utilité, autant que possible, peut-être plus que ce que j'ai pu faire avant en ordre dispersé. Voilà. Bon, merci Jacques, on finit ce fracas mondial sur un moment de quiétude et de... La prière des moines, c'est quelque chose de très important, ouais. Parce que c'est une prière intemporelle, permanente, jour et nuit, et qu'elle soit catholique ou orthodoxe, pour moi c'est quelque chose de très proche, très très proche. Il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les deux. C'est le même Dieu, c'est la même foi. Et c'est la paix, au fond. C'est la paix, non pas comme le monde l'entend, mais comme celle que je vous donne. Donc, voilà. Donc moi, ce sont les deux lieux privilégiés où j'aime me rendre pour me détendre. Ben merci Jacques. Merci. Merci Stéphane.